Bonjour à tous, il est 9h32, donc je vous propose de commencer. Merci avant toute chose de votre fidélité. Nous sommes ravis de pouvoir aujourd'hui refaire un nouveau point parlant thématique et probablement le dernier avant la trêve estivale. Alors depuis le début de l'année, nous avons eu sur les marchés financiers des cycles de rotation relativement importants entre valeurs de croissance et de qualité d'un côté et valeurs cycliques d'autre part. Et du coup, dans ce contexte, il nous a semblé intéressant de faire un focus sur deux thématiques que nous gérons, que vous connaissez bien, qui sont très différentes, très complémentaires. Et donc pour cela, Wesley Lebeau, dans quelques secondes, va nous faire un point de gestion sur notre stratégie GDO, la bien nommée Global Disruptive Opportunities. Et Stéphane Soussan poursuivra une dizaine de minutes après sur la stratégie Food for Generation. J'en profite d'ailleurs pour vous signaler la parution très récente du rapport d'impact du fonds Food for Generation. Je pense que Stéphane pourra en dire un mot. Il est à votre disposition sur notre site ou évidemment sur demande comme d'habitude. Merci pour votre attention. N'hésitez pas à poser vos questions. Vous savez qu'il y a donc le petit module qui est disponible à cet effet. Et donc, on est parti pour une petite trentaine de minutes. Wesley, le micro est à toi. Merci Emmanuel et bonjour à tous. Je suis vraiment ravi d'être avec vous ce matin pour parler et faire un point de gestion sur Global Disruptive Opportunities, qui a été lancé maintenant il y a un peu plus de 4 ans et demi. Donc je vous rappelle que c'est un fonds de croissance action internationale qui va investir dans tout le spectre de la disruption et cela quel que soit son secteur. Nous avons un style de gestion qui est vraiment porté sur deux principes, un biais mid-cap et une gestion active de forte conviction avec autour de 60 titres dans le fonds avec une tracking error de 8% et une part active de gestion qui est supérieure à 93%. Donc c'est aussi une gestion qui a été par ailleurs reconnue, puisque le fonds est noté 5 étoiles Morningstar depuis maintenant pratiquement 2 ans. Donc pour revenir sur les 2021 et la performance de GDO, qui aujourd'hui est positive en absolu, mais reste quand même inférieure à celle du MSCI World. Pour nous, on est vraiment dans une phase où le fonds consolide la forte performance qu'on a eue ces 2 dernières années. Je rappelle, plus 42% en 2020, plus 37% en 2019. Et finalement, depuis le lancement du fonds, la performance annualisée est de l'ordre de 17%. Donc cette consolidation de performance, elle s'est vraiment produite dans un contexte de forte rotation de marché qui pour nous a vraiment commencé depuis le mois de septembre de l'année dernière et on a vu 3 étapes distinctes dans cette forte rotation, dans ce grand cycle de rotation. On a eu dans un premier temps la sous-performance assez importante du Nasdaq, des big caps US entre le mois de septembre et le mois d'octobre. Puis en novembre, on a eu la rotation vers les valeurs de réouverture qui s'est enclenchée lorsqu'on a eu les premières données positives du vaccin de Pfizer et de BioNTech. Et enfin, la dernière étape, l'étape la plus forte en termes d'intensité a été cette liée à la forte augmentation du rendement à 10 ans américain en février et mars de cette année. Cette forte augmentation a vraiment déclenché une vente massive des actifs de duration longue qui a été négative pour les actions à forte croissance dans son ensemble. Et finalement, quel que soit le secteur, ça n'a pas touché uniquement le secteur technologique, mais également celui de la santé, le secteur de l'industrie, et cela dans toutes les zones géographiques. De plus, notre tendance à privilégier les petites et moyennes capitalisations a été pénalisée dans cet environnement, plus pénalisée que les expositions sur les grandes capitalisations que l'on peut retrouver dans les différents indices. Donc globalement, depuis septembre de l'année dernière, dans ce grand cycle de rotation qu'on observe, le fonds affiche une performance autour de 23% qui est en ligne avec le MSCI World. Pour revenir sur la performance depuis le début d'année, lorsqu'on regarde cette performance par grande dimension dans la stratégie JDO, les dimensions terre et santé représentent autour de 20% de cette sous-performance, la dimension industrie 4.0 également 20% et l'économie digitale 40% de la sous-performance. Ensuite, les titres que nous ne possédons pas et qui sont exclus dans notre univers d'investissement, lorsqu'on pense à des valeurs qui sont dans le secteur de l'énergie, des matériaux de base ou encore dans le secteur financier, ces titres expliquent 20% supplémentaire de la sous-performance relative qu'on a subie depuis le début de l'année.
Donc dans ce contexte, on a quand même été très actif pour repositionner le fonds dans ce marché tout en maintenant notre conviction. Donc ça a été vraiment l'équilibre voilà, qu'on a essayé de trouver. Donc si on regarde la rotation, le turnover du portefeuille, bah, il a été un peu plus élevé que d'habitude sur ce premier trimestre de l'année. Dans un premier temps, nous avons utilisé le niveau de liquidité dont nous disposions fin février. On avait autour de 10% de cash dans le fonds pour initier des nouvelles positions dans des noms, des thèmes qui se comportent mieux dans cet environnement de marché. Lorsqu'on pense à la pontification de la courbe des taux, l'accélération de la consommation aux États-Unis, donc on a initié Synchrony Financial, qui dans le secteur des cartes de crédit à la consommation au mois de mars. Dans le thème de l'inflation, accélération des prix des matières premières ou matières agricoles, nous avons initié des expositions sur les biocarburants, notamment sur Green Brains. Pour nous, c'est une exposition sur la prochaine génération de carburants, en particulier le diesel renouvelable, poussé par l'adoption de nouvelles normes relatives aux carburants à faible teneur en carbone, en particulier aux États-Unis. Donc, on considère que le diesel renouvelable comme un segment l'un des plus attrayants et peu détenu dans le thème des énergies renouvelables. Aussi, à partir du mois de mars, nous avons initié de nouvelles positions sur des méga caps de qualité dont le niveau de valorisation avait touché un point bas historique sur 3 ans. Des titres qui avaient considérablement sous-performé depuis le septembre dernier. Ce qu'on appelle un peu les géants endormis comme Nvidia ou Amazon qui ont été initiés au mois de mars. Ensuite, sur le deuxième trimestre de ce début d'année, à partir du mois d'avril et du mois de mai, le turnover est beaucoup plus faible. Nous avons vraiment tiré parti de cet environnement difficile du début d'année pour remonter des expositions à des noms qui ont sous-performé au cours de ces 6-8 derniers mois afin de vraiment d'accroître notre niveau de conviction fondamental et ce dans 4 moteurs de croissance séculaire qui nous tient vraiment à cœur. Donc à la fois dans le cloud, où nous voyons vraiment l'accélération de l'adoption du cloud public qui est vraiment essentiel aujourd'hui pour la survie des entreprises, dans la fintech, en particulier sur la digitalisation des paiements, qui fait vraiment partie d'une croissance séculaire pluriannuelle qui a été accélérée par le Covid-19. Le troisième thème vraiment tourne autour du big data. On est vraiment au début d'un stade précoce de déploiement du style d'investissement autour des technologies de la 5G pour améliorer la connectivité et la vitesse du réseau. Nous avons également augmenté les expositions à la digitalisation des solutions de flux de travail avec une utilisation accrue de l'analytique permettant aux entreprises d'utiliser du big data, donc des méga bases de données dans la prise de décision pour gagner des parts de marché et améliorer la rentabilité. Donc on s'attend sur cette année et les années suivantes vraiment une forte hausse des budgets de dépenses informatiques en pourcentage du PIB dans un monde post-Covid. Enfin, le quatrième moteur pour nous de cette croissance séculaire aujourd'hui, c'est vraiment autour de l'environnement. L'investissement dans les technologies vertes qui s'accélère partout dans le monde entier vers une transition pour une économie plus faible en carbone à travers toute la chaîne de valeur et des technologies, du solaire au stockage de l'énergie, de l'hydrogène ou encore, comme je le mentionnais un peu plus tôt, le biocarburant. Donc aujourd'hui, nous disposons d'un portefeuille de 58 titres qui témoignent vraiment d'un fort niveau de conviction dans la stratégie. Donc, si on regarde aujourd'hui dans le top 10, top 10 du fonds, nous allons retrouver voilà, des exemples de titres qui sont dans notre top 10 aujourd'hui depuis plusieurs trimestres, voire plusieurs années, comme Marvell Technology, qui était historiquement un fournisseur de puces pour BlackBerry, pour des disques durs de PC, donc qui fournissait des composants à Seagate, à Toshiba ou encore à Western Digital, et qui s'est vraiment diversifié ces dernières années avec succès dans des puces de stockage, d'infrastructures réseau avec l'acquisition de Cavium Network ou encore plus récemment avec Inphi. Donc pour nous aujourd'hui, Marvell est l'un des principaux fournisseurs de puces réseau
pour les stations de base qui sont clés dans l'accélération et le déploiement de la 5G et qui fournit les solutions à Nokia, à Ericsson ou encore à Samsung. Un deuxième nom dans notre top 10, hein, sur lequel on a quand même pas mal renforcé les expositions dans la baisse sur le premier trimestre, il s'agit d'une société chinoise qui s'appelle WuXi Biologics et qui est spécialisée dans la recherche et le développement et la production de médicaments anticorps et biologiques pour dire tout groupe pharmaceutique dans le monde et également chinois. La société finalement offre une solution de bout en bout aux différentes sociétés pharmaceutiques pour la fabrication de matériel de recherche, d'essais cliniques et de recherche. Donc ils ont eu leur analyse day il y a quelques jours, ils ont encore augmenté les objectifs de croissance cette année en passant de 50% à plus de 65%, et on voit vraiment l'accélération qu'on observe sur le développement pharmaceutique et biologique dans le monde entier. Donc, avant de laisser la place à Stéphane, je vais juste aborder un dernier point qui est pour moi assez important, surtout dans ce contexte de marché, à savoir voilà, l'impact de la hausse des taux ou encore la hausse de l'inflation et l'impact que ces composantes peuvent avoir dans le portefeuille et la performance du fonds. Donc, on a regardé voilà, les données qui existent depuis plus de 50 ans, 60 ans, et on a constaté, si on exclut les périodes de crise, hein, c'est-à-dire la bulle technologique de 2000 et la crise financière mondiale de 2008, finalement que la performance globale des actions a été modestement corrélée négativement avec les taux d'intérêt, et que le secteur technologique a été encore moins négativement corrélé que le marché global. Et on observe plus ou moins la même corrélation entre les valeurs de croissance et les valeurs technologiques sur les différentes périodes qu'on a observées. Donc, pour nous, ce qui était vraiment important, et cette année, ça a été d'autant plus marquant, c'est vraiment cette vitesse de remontée des taux qui a eu un impact important sur les stratégies de croissance et de duration longue. Et on ne s'attend pas aujourd'hui à avoir un deuxième choc aussi violent que celui observé au mois de février-mars, avec une hausse de plus de 100 points de base de taux en quelques semaines. Pour nous, voilà, une grande partie de cette hausse a été faite. Aussi, lorsqu'on regarde donc le track record de GDO, parce qu'on commence à avoir aujourd'hui un track record qui devient relativement long, on va avoir 5 ans de track record au mois de décembre. Et si on regarde derrière nous, on constate que depuis 2016 à la fin 2018, le rendement de 10 ans est passé au plus bas à 1,31% à plus de 3,25%. Donc on est déjà passé par un cycle et une forte remontée des taux dans la stratégie, forte remontée des taux qui a été voilà, graduelle dans le temps. Et on constate que sur cette période, les titres de duration longue, les titres de croissance ont surperformé avec des niveaux de valorisation qui ont regretté globalement par rapport au marché. Et bien sûr, GDO a surperformé pendant cette période. En ce qui concerne les craintes de l'inflation, l'augmentation des prix des matières premières ou des perturbations qu'on peut avoir dans la chaîne d'approvisionnement avec des pertes potentielles de revenus, une pression sur les marges. Donc on estime quand même que ce risque sur l'inflation aura peu d'impact sur les performances de la stratégie. On pense même que c'est plutôt le contraire, et on le voit depuis quelques semaines, où on assiste à une surperformance des valeurs avec une marge brute élevée, avec peu de coûts de matières premières ou des coûts de marchandises vendues faibles dans la façon dont ils génèrent les profits. Donc, petit mot de conclusion, juste pour vous dire qu'aujourd'hui, sur la deuxième partie de l'année, on s'attend quand même à avoir, on est beaucoup plus constructif. Lorsqu'on regarde la prime de valorisation du fonds par
par rapport au marché, on a touché un point bas à 30%. On est à peu près au même niveau que sur la première partie de l'année 2017, donc dans un environnement qui est plus porteur pour les valeurs liées à la transition digitale, nouvelles plateformes innovantes dans le secteur de la santé. Et pour nous, on a vraiment changé de paradigme en 2020 avec un niveau de visibilité qui n'a jamais été aussi important, avec des niveaux de valorisation qui n'a jamais été aussi bas depuis 2 ou 3 ans. Donc, je vais m'arrêter là. Je pense que j'ai peut-être un peu débordé. Je vais laisser la parole Merci à Wesley. Stéphane. Non, non, c'est le timing est parfait. Stéphane, est-ce que tu peux enchaîner et donc nous Oui, expliquer comment ton fonds, dans ce contexte un peu chahuté, a pu traverser donc la période? oui. Alors bonjour à tous. Déjà un rappel, la raison d'être de Food for Generations, c'est la croissance de la population mondiale, 9,7 milliards d'habitants à l'horizon 2050, ce qui est considérable. Et en parallèle, il y a des pressions sur des ressources clés, les ressources en eau, les terres arables, et puis sur l'environnement d'une manière générale. Donc il va falloir produire plus et de manière durable. Et donc Food for Generations, c'est notre réponse à ce défi alimentaire mondial en investissant sur l'intégralité de la chaîne de valeur alimentaire, du champ à l'assiette, et avec une approche durable. Alors on pense que Food for Generations devrait être soutenu par 3 grandes tendances de long terme. La première, ce sont les changements démographiques, en particulier croissance de la population mondiale et augmentation des niveaux de vie dans les pays émergents. La deuxième, la pression sur les ressources naturelles milite en faveur d'une économie plus circulaire. Et donc là, on pense qu'il y a des opportunités d'investissement dans 4 domaines en particulier: l'agriculture de précision, l'emballage durable, la digitalisation de la chaîne de valeur alimentaire et les technologies de traitement et de recyclage de l'eau. Et enfin, troisième grande tendance, les nouvelles tendances de consommation, et là aussi des zones de croissance dans la santé et le bien-être et dans le e-commerce. Si je focalise un petit peu plus sur chacune de ces 3 grandes tendances, croissance de la population mondiale 1% par an, c'est pas énorme, mais on a une très bonne visibilité sur les prochaines décennies sur cette croissance, et il y a un lien clair et direct entre croissance de la population et consommation d'eau et de produits alimentaires. Et donc on s'attend à une hausse de 70% de la consommation alimentaire à l'horizon 2050, plus 20 à plus 30% pour la consommation en eau. De plus, l'essentiel de cette croissance se fait dans les pays émergents. On a aussi des phénomènes d'augmentation des niveaux de vie, et donc on aura une consommation de produits plus premium, de plus grande qualité, y compris au niveau de la chaîne de valeur alimentaire. Donc on va jouer un peu cette tendance aussi marché émergent au travers de sociétés chinoises par exemple comme WantWant ou Dali Foods. Économie circulaire, donc on pense qu'il y a des opportunités d'investissement dans l'agriculture de précision. Donc il s'agit de combiner des nouveaux équipements, des logiciels et des analyses de données pour utiliser moins d'intrants tout en augmentant les rendements. Donc on ne va pas déverser des herbicides, des insecticides irrigués sur l'intégralité du champ, mais de manière plus précise. On investit dans cette tendance surtout au travers des machines agricoles. Par exemple John Deere, qui est le leader mondial des machines agricoles, ou Trimble, qui est une société hybride entre logiciels et équipements. Et l'agriculture de précision représente environ 10% du portefeuille. Emballage durable, puisque la question du plastique est devenue une question clé. Donc on va plutôt vers des emballages papier-carton qui prennent des parts de marché. Et cet emballage durable représente environ 6% du portefeuille. Les ressources en eau sont de plus en plus rares, donc on va miser aussi sur les technologies de traitement, de recyclage de l'eau. Cela représente environ 9% du portefeuille. On va investir dans des sociétés de traitement recyclage comme Kurita Waters au Japon ou Pentair dans les équipements pour les réseaux d'eau. Enfin, digitalisation de la chaîne de valeur alimentaire. Alors, c'est un phénomène qui traverse toute l'économie. Pour la chaîne de valeur alimentaire, ici, on va plutôt s'attacher à suivre des technologies qui permettent une meilleure traçabilité des produits, mais aussi une meilleure gestion des stocks, car le gaspillage alimentaire, c'est environ un tiers de la production alimentaire mondiale, ce qui est gigantesque, est vraiment devenu un problème clé. Et donc là, on investit par exemple dans des sociétés de barcode comme Zebra Technologies ou de puces RFID comme Avery Dennison. Ça représente environ 6% du portefeuille. Troisième grande tendance, santé bien-être et e-commerce.
Santé et bien-être représente environ 11% du portefeuille. On parle d'ingrédients naturels avec des sociétés comme IFF par exemple ou AAK. On parle aussi d'alternatives aux protéines animales avec des protéines végétales. Danone est le leader mondial des boissons à base végétale, lait d'amande, lait de soja. Et enfin, e-commerce en très fort développement, surtout avec les confinements, mais on pense que le développement va se poursuivre. Alors ici, dans l'alimentaire, on parle de livraison à domicile de vos courses ou de plats préparés. Donc par exemple, nous sommes investis sur HelloFresh, qui est à la base une société allemande, qui livre à domicile des recettes et des ingrédients à charge pour le client de cuisiner lui-même. Le e-commerce aujourd'hui représente environ 5% du portefeuille. Alors notre solution, c'est d'investir sur l'intégralité de la chaîne de valeur alimentaire sur 6 secteurs, l'agriculture, l'eau, les produits alimentaires, les boissons, la distribution alimentaire et la restauration. Donc le challenge se trouve sur l'intégralité de la chaîne, donc il y a une logique à investir sur l'intégralité de la chaîne. Financièrement parlant, en moyenne, vous devez vous attendre à avoir un fonds qui est un peu plus défensif que le MSCI World, car 3 de ces secteurs sur lesquels nous investissons, produits alimentaires, boissons et distribution alimentaire, sont des secteurs défensifs. Ce sont des dépenses essentielles qui sont, même en période de crise sévère, pas ou peu coupées par les consommateurs. Par contre, l'agriculture, l'eau et la restauration sont des secteurs cycliques, voire même plus cycliques que le MSCI World. Ça signifie qu'aussi on peut travailler sur le portefeuille pour en faire un portefeuille plus ou moins cyclique ou plus ou moins défensif. Ça nous donne une certaine marge de manœuvre en fonction de notre scénario macro-financier. Alors notre solution aussi, c'est l'approche durable qui est vraiment clé sur cette chaîne de valeur. Il y a 2 piliers à cette approche durable. Nous excluons les sociétés qui ont les plus mauvais comportements ESG en se basant sur les notes des analystes Amundi, des notes ESG des analystes Amundi, ainsi que sur des notes de controverse fournies par des prestataires extérieurs. Pour vous donner un ordre de grandeur, sur 500 valeurs dans l'univers d'investissement, une cinquantaine de valeurs vont être exclues par ce filtre durable, mais cela va représenter jusqu'à 25% de la capitalisation boursière de l'univers. Donc c'est assez conséquent sur notre univers d'investissement. Donc on peut exclure des sociétés sur le produit lui-même. Il y a eu des controverses très sévères sur des herbicides, donc on va exclure les sociétés qui produisent ces herbicides. Ça peut être pour des raisons sociales, notamment dans la grande distribution aux États-Unis ou dans la restauration, sur les relations entre les sociétés, leurs employés et les syndicats. On peut aussi avoir des cas de travail forcé ou de travail d'enfants dans la chaîne du café, dans la chaîne du cacao notamment, ou même dans la chaîne de l'huile de palme. Le deuxième pilier de notre approche durable, ce sont les mesures d'impact. Donc nous faisons 3 mesures d'impact sur le fond, l'intensité carbone qui est devenue un classique en termes d'impact, mais aussi l'intensité en eau, donc consommation d'eau rapportée au chiffre d'affaires de chaque société. Et la troisième, c'est le taux de recyclage des déchets, donc les déchets recyclés sur le total des déchets. Ce sont des mesures qui nous semblent appropriées pour la chaîne de valeur alimentaire. Notre engagement est de bâtir un portefeuille qui ait une plus faible intensité carbone et une plus faible intensité en eau que notre univers d'investissement. Et donc ces 3 mesures sont publiées tous les mois dans le reporting mensuel. Et bien sûr, de manière annuelle, nous avons, comme l'a dit Emmanuel, publié le premier rapport d'impact du fonds qui reprend ces 3 mesures, leur évolution dans le temps, et avec beaucoup plus bien sûr de détails et des exemples de sociétés qui contribuent à limiter notre impact sur l'environnement. Performance depuis le début de l'année, le fonds est en hausse d'environ 15% au 21 juin. C'est 0,5% de plus que le MSCI World. Alors la performance a été tirée par surtout les secteurs cycliques. Donc Wesley a expliqué quand même l'environnement de marché qui a été plus favorable depuis le début de l'année aux valeurs cycliques au détriment des valeurs plutôt qualité ou croissance. Et donc c'est essentiellement l'agriculture et le secteur de l'eau et les valeurs industrielles du secteur de l'eau qui ont tiré la performance du fonds. En plus sur l'agriculture, depuis la fin de l'été ou l'été 2020, on a eu un très fort rebond du prix des matières premières agricoles après 7 ou 8 ans de prix qui étaient sous pression.
J'ai mentionné les tendances de long terme que vous trouverez structurellement dans le portefeuille, santé, bien-être, e-commerce, agriculture de précision. Là, je voudrais plutôt m'arrêter sur les perspectives 2021 et surtout me focaliser sur 3 points, 3 catalyseurs pour 2021. Le premier, c'est l'agriculture, environ 25% du portefeuille, donc la deuxième position du fonds, une position significative. Donc, en dehors de l'environnement macro-financier qui est plus favorable aux valeurs cycliques, on a eu un rebond du prix des matières premières agricoles depuis l'été 2020, qui a été surtout tiré par la demande et aussi vraiment la demande venant de Chine. Donc, je pense qu'il y a un élément pérenne dans cette force des prix des matières premières agricoles. Les stocks, notamment de maïs et de soja, vont rester faibles sur la fin de l'année 2021 selon les prévisions actuelles. Donc je pense qu'il faudra encore une année de bonne récolte 2022 pour revenir à une situation normale. Donc on a probablement 12 mois devant nous de bonne tenue des prix agricoles, ce qui devrait soutenir le secteur agriculture. Le deuxième catalyseur, c'est le secteur de l'eau, environ 9% du portefeuille aujourd'hui. Et donc, vous savez qu'il y a un plan d'infrastructure qui est en cours de discussion aux États-Unis, un vaste plan d'infrastructure, et une partie des dépenses sera dédiée au réseau d'eau. Donc, ça pourrait soutenir aussi le secteur de l'eau sur le restant de l'année. Et enfin, troisièmement, la restauration. Alors, 6% du portefeuille, c'est vraiment le grand perdant des confinements et de l'année 2020. Donc là, on mise avec la progression de la vague de vaccination, une sortie de crise et une réouverture qu'on a commencé à voir dans certains pays. Alors, on va jouer surtout sur la restauration collective qui est vraiment très en retard par rapport à ces niveaux de cours de valorisation de l'année 2019. Pour les chaînes de restauration, c'est beaucoup moins le cas. Donc, c'est pour ça qu'on a, entre guillemets, seulement 6% du portefeuille sur la restauration. Voilà, pour conclure, Food for Generations, c'est notre réponse au défi alimentaire mondial en investissant sur l'intégralité de la chaîne de valeur alimentaire et avec une approche durable qui promeut les meilleurs comportements ESG et qui vise à minimiser l'impact du fonds sur l'environnement. La croissance de la population mondiale, l'augmentation des niveaux de vie dans les marchés émergents devraient soutenir cette thématique. Il y a des opportunités d'investissement liées aux nouvelles tendances de consommation, santé et bien-être et e-commerce. Et enfin, la nécessité de préserver les ressources va favoriser une économie plus circulaire avec des domaines comme l'agriculture de précision, les technologies de recyclage et de traitement de l'eau, l'emballage durable et la digitalisation de la chaîne de valeur alimentaire. Merci Stéphane. Écoutez, je crois que vous avez été, Wesley et Stéphane, très clairs puisque nous n'avons pas de questions ce matin. Et comme le temps est maintenant passé, je vous propose donc d'en rester là. Je vous souhaite une excellente journée. Passez tous un très bon été. N'hésitez pas d'ailleurs à revenir vers nous, donc que ce soit pour des informations complémentaires avec par exemple le rapport d'impact dont on vient de parler ou toute autre demande sur les deux fonds ou sur l'intégralité de la gamme. On est à votre disposition. Excellent été à tous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir.